bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi, c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et malheureusement, le sweet Charlie Bayer n'est pas là avec nous ce soir, mais je suis très content d'avoir The Magnificent Rugby Racing Man. C'est Théodore de Saint-Rémy. Salut mon grand Théo, comment tu vas? Oh, what an introduction, Thierry. Je suis extrêmement flatté et en même temps très angoissé de devoir représenter à moi-même tes deux invités habituels, à la fois notre Charlie et moi-même. Ça va être une mission très difficile. Bah écoute, je te demande s'il te plaît de pas me faire rigoler, hein, parce que j'ai quand même cassé mes côtes ce week-end. Cassé ou fêlé, je sais pas, mais le docteur a dit ça a l'air d'être pas très agréable. En faisant un peu de Krav Maga, hein, j'ai toujours évité dans mes années de foot américain et de rugby, j'ai pas fait, mais je peux dire que quand même c'est quand même pas mal douloureux. Donc s'il te plaît, ne me fais pas rigoler et il faut qu'on aille vite parce que j'ai pris mes médications, hein, mes médicaments. Donc d'ici 15-20 minutes, peut-être je dirai des bêtises. I'm sorry for you, mon cher Thierry. Mais je savais pas que tu étais un athlète du Krav Maga. Maintenant, je le sais. Ça nous fait peut-être un autre sujet pour une interview un jour. Peut-être à un autre moment, oui. Allez, on y va parce qu'on a plein de choses à se dire aujourd'hui. Comme toujours, est-ce que je peux voir mon petit 30 secondes américaine là? Of course you can. Thank you. Donc, le MLR, le Major League Rugby, a redémarré aux États-Unis. Plus de 10 000 personnes dans les stades. Donc, ça, c'est quand même super intéressant. Donc, si vous êtes intéressé pour savoir si Rugby New York va gagner pour la deuxième année à la suite, ou vous voulez regarder Manono, ou aussi Michael Bascar, qui était un invité chez nous à Pack de Potes, s'ils vont gagner leur match, je vous invite d'aller regarder un peu de MLR. Oui, Thierry, alors moi, puisque tu as fait ta minute américaine, moi je voudrais aussi faire ma minute américaine, mais elle est dédiée à un écouteur, figure-toi, puisque nous avons eu un contact vraiment, vraiment génial d'un de nos écouteurs qui nous écoute depuis Vancouver. Donc la Colombie-Britannique, mon cher. Je ne savais pas que nous avions des écouteurs en Colombie-Britannique. Eh bien, on en a. Alors, on embrasse cet écouteur qui s'appelle Quentin, qui nous a fait un retour génial sur notre podcast, qu'il écoute depuis sa voiture sous la neige et dans le froid. Alors j'ai regardé un peu le sport nord-américain, même si c'est le Canada qu'il y a là-bas. Eh bien, figure-toi que c'est du soccer. C'est les Whitecaps de Vancouver, donc peut-être qu'il faudra qu'on s'y intéresse. Quoi qu'il en soit, je suis incroyablement flatté qu'on ait un écouteur en Colombie-Britannique qui écoute le Pack de Potes sur son véhicule sur la glace. Moi, rien que ça, j'adore. C'est génial. C'est marrant, tu sais, parce qu'on est quand même pas mal placé, on est assez haut placé en fait, sur Apple Podcast Rugby à Thaïlande aussi. Donc, on vous remercie les gars à Thaïlande qui nous écoutent. Hein. C'est vraiment sympa de nous retrouver contre les grands podcasts anglo-saxons à Thaïlande. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, continuez et partagez autour de vous. C'est pas le même coin quand même, hein, Vancouver et la Thaïlande. C'est différent, ouais. C'est pas dans le sous de neige. Listen all around the world, Thierry. C'est superbe. En parlant de all around the world, parle-nous un peu des Six Nations U20. Écoute, les U20, nos Français ont fait le job, hein, puisqu'ils sont largement battus les Écossais 54-12. On espère que voilà, ça promet de belles années, même si on espère que les Écossais se défendront un peu mieux quand ils vont grandir, puisqu'on aime le suspense. Et puis les Irlandais ont été gagnés 44-27 en Italie, ce qui est un score large, mais non pas ridicule pour les Italiens. Et enfin, les Anglais ont battu 37-21 les Gallois. Donc là aussi, les Gallois un peu derrière, pas non plus complètement décrochés. Donc, on va dire des logiques respectées par rapport à ce qu'on attendait. Écoute, j'enchaîne un petit peu avec le Six Nations Beast, on va dire, de Rugby Europe, où Géorgie est toujours 3-0, l'Allemagne est toujours 0-3, dans l'autre poule, c'est Portugal qui est 3-0, et le Belgique qui n'a pas encore gagné un match. Mais voilà, il y a plein de rugby en ce moment, et ça fait du bien. Tu sais qu'on a un petit coup de cœur, nous, pour cette équipe portugaise qui participera à la Coupe du Monde. Et on salue toujours nos auditeurs aussi du Portugal, en particulier Renaud et Arthur, qui se reconnaissent. On est très, très international aujourd'hui. Pack de potes, terrain 10.
Italie contre Irlande. Donc, on est à Rome où Italie cherche un victoire et Irlande cherche le grand chelem. C'est The Irish Call qui est vraiment mal fait, trop long, tellement que la plupart des joueurs n'ont pas chanté. En fait, il fallait rigoler un tout petit peu quand même. Côté Italie, il y a Garbassi qui est de retour avec plein de joueurs qu'on aime bien maintenant. Lamaro, Lange Capuzzo, les Cannonier Brothers. Irlande, beaucoup de changements. Ils sont sans Sexton avec un nouveau charnière, par exemple. Donc, plein de nouvelles choses dans ce match. Tout de suite, c'est les Irish qui reprennent présent. Van der Flier qui charge et Lowe qui, peut-être le joueur de tournoi pour moi, il manque son essai car il lâche le ballon juste avant d'aplatir. Pas grave, un coup de pied plus tard, Lowe fait le passe qui fait marquer James Ryan. Mais ce n'est pas l'Italie d'avant. Non, il marque un super essai d'équipe. C'est 7-5 pour Italie. Et l'attaque de cette équipe italienne est vraiment très beau, notamment un des frères Cannonier, le 8. Mais on a un match parce que Aki et Keenan fait le boulot 12-7 à 13 minutes. 3 très jolis essais dans ce match déjà. C'est 12-10 après Mancello tente sa chance sur la côté gauche, mais le petit 1-2 entre Van der Flier et Lowe ouvre pour Aki qui marque son essai. C'est 19-12 pour Irlande qui ne tremble pas face à des Étiens très nerveux. Le 9 italien Varney fait quelques erreurs, je trouve, des mauvais coups de pied et il laisse le 9 d'en face piquer sa poche. La défense des Azuris tient bon. Pour un peu, les Verts sont trop forts. Ils marquent leur 4e essai déjà à 35 minutes. Encore un mauvais coup de pied de Varney qui ça a l'air cuit pour l'Italie, mais Bruno, le 11 italien, marque un super interception, 24-17 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est Luca Bighi, le talonneur qui est de retour pour l'Italie. C'est quand même un des meilleurs noms de tournoi. Ça démarre doucement avec des commentaires en double. La défense italienne qui est quand même solide pour repousser les attaques sans arrêt des Irish. Un petit cravate donné à Capuzzo, finalement c'est sifflé et le vent commence à changer un petit peu. Garbessi passe en pénalité, on est 24-20. Aki reprend direct mais en avant dans l'en-but. À 60 minutes, les Italiens découpent les Verts partout, mais les Verts quand même grattent quelques points de plus, 27-20. Et Italie revient à la charge et presque, finally, the Irish say that is enough. Ils ont une longue séquence avec plus de 20 phases pour avancer 30 mètres. Finalement, c'est Hansen avec son moustache de camionneur qui marque l'essai. Ce match va nous offrir quelques émotions de plus, mais le match restera le même. 34-20, un score qui ne dit pas tout sur ce match super sympa. Oui, ce que ça dit surtout, c'est que voilà, les Italiens confirment qu'ils ne sont plus ridicules dans ces confrontations. Même si les Irlandais n'ont pas dû s'employer outre mesure pour gagner ce match, c'en est fini le temps où les déplacements à Rome étaient des promenades de santé. Je pense que toutes les équipes, y compris les leaders et les prétendants au Grand Chelem, doivent s'employer pour gagner ces matchs. C'est tout à l'honneur des Italiens et on ne peut que souhaiter que ça continue. Moi, ce que j'espère maintenant, même en tant que Français, c'est qu'un jour prochain, peut-être dans les 5, dans les 10, dans les 15 ans qui viennent, l'Italie gagnera le tournoi. Est-ce qu'on sera encore vivant quand l'Italie fera son premier grand chelem, Thierry? C'est pas sûr. J'espère bien quand même. J'espère, je nous le souhaite. Déjà, les Français aussi aux Italiens. Là. Mais écoute, moi, j'ai trouvé ça so much fun. Franchement, ce match, c'est mes notes. Je dis, waouh, c'était un super match à regarder. J'avais tellement envie. Et maintenant, franchement, j'ai le sentiment que je connais presque mieux, pas aussi bien que l'équipe de France, bien sûr, mais cette équipe d'Italie, je connais mieux que toutes les autres équipes, en fait, dans Destination. C'est assez marrant. Et en fait, j'ai noté que la dernière fois ils ont gagné contre Irlande, c'était avec Jacques Brunel, qui était leur coach. Et peut-être c'était pour ça qu'il est devenu les coachs des Français. Je sais pas. Ouais, c'était pas la meilleure période de l'équipe de France, mais on peut toujours effectivement dire que c'est grâce à ça. Il y avait un petit truc drôle, il y avait Mark Hansen qui a gagné l'homme du match à la fin. Je pense que c'était sa première fois, il était assez nerveux à la fin, il est tellement content qu'il a fait tomber le microphone et en fait il a lâché un gros mot et tout, c'était trop drôle et après oh sorry, pardon. C'était super marrant. Oui, c'est toujours une émotion, je pense, d'être élu homme du match. C'est chouette, même si tu sais ce que j'en pense. Ouais, ça t'est déjà arrivé, quand même. Bien sûr, mais le rugby est un sport collectif, Thierry. La notion d'homme du match ou d'homme du tournoi ou de meilleur joueur du monde n'a pas vraiment de sens dans notre sport, mais écoute. Ceci est un autre sujet. Tu vas pas convaincre l'Américain que l'individuel n'est pas important. Allez, on y va, on va passer au deuxième match.
Allez, on passe à Pays de Galles, Angleterre. Pas de problème pour des anthèmes de ce match, même si on n'était pas sûr d'avoir ce match. Théo, peut-être tu vas nous mettre un mot après. Pour le Pays de Galles, il y a Riz Ahmed qui est de retour, et pas de Bigard et Pachel en 10. Et notre préféré, notre centenaire préféré, Alwyn Jones, est de retour toujours. Et après, il y avait des English. C'est Falutao qui démarque pour ce début de match avec un contre et un ballon gratté, mais c'est les English qui jouent avec plus d'urgence. Ils ouvrent le score 3-0 à 10 minutes et marquent un essai de Watson à 18 minutes. Le score, c'est 8-3. J'ai l'impression que ce match, ça va être une bataille des 15. Stuart l'anglais, qui est très efficace dans l'air, aussi grand que Charlie, mais peut-être un peu plus vite, je pense. Il va être élu l'homme de match. Le Gallois Lee Halfpenny va donner beaucoup de lui-même dans ce match. Et j'ai aussi bien aimé le 9 rouge qui a l'air très actif. Du retour au match, Owen Farrell rate quelques coups de pied. Peut-être c'est mes antidouleurs qui se parlaient, mais je trouvais ce match beaucoup plus lent comparé à l'autre. L'opportunité des rouges, mais bon défense et grattage des Anglais. Ludlam, je pense, 2 fois avant la mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est Zamed qui va vite et marque un contre, 10-8. Les Roses en blanc reviennent à la charge et marquent à leur tour. Essai par Sinclair, le pilier, et 2 essais de 2 minutes. Déjà, c'est mieux. 15-10 pour l'Angleterre en tête. Beaucoup de plaquage, beaucoup de grattage. J'ai l'impression que les Rouges gagnent la bataille des coups de pied. Temps fort pour les Gallois, mais c'est Lance, le centre anglais avec un essai dans le coin. Farrell manque encore le coup de pied, ça finit 20-10. Désolé, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match. Fin logique à un match sobre. Oui, alors c'est vrai qu'on n'aime pas trop la ramener, nous, sur les victoires anglaises, même si on est complètement respectueux de toutes les équipes, n'est-ce pas, Thierry? On est à la fois triste pour ces Gallois qui, pour l'instant, ne se sortent pas d'une spirale de l'échec, et autant les Français sont dans une bonne série et ont enchaîné 14 victoires avant d'avoir une défaite en Irlande et de renouer avec le succès. Autant les Gallois n'en finissent plus de perdre. C'est désolant parce que c'est une très grande équipe de rugby. Je rappelle que c'est un petit pays avec un réservoir de joueurs relativement étroit. Et puis c'est, je crois, aussi une nation du rugby qui est secouée par des difficultés fortes liées à l'ambiance au sein de la fédération. Il y a eu des accusations importantes et assez inquiétantes de sexisme, d'homophobie, de racisme au sein de la fédération, ce qui fait forcément des vagues. Ce qu'on espère, c'est que voilà, le ménage va être fait tout simplement, et que les valeurs qu'on aime au rugby, qui sont celles de l'universalité et de la camaraderie, vont prévaloir rapidement et vont permettre aux joueurs de se concentrer sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire bien jouer au rugby et nous faire rêver. Ils ont un grand stade, une grande culture. On leur souhaite d'être voilà, très vite de retour sur les bons sujets au rugby, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Moi, j'ai été heureux de voir Riz Ahmed revenir. On voit qu'il manque plus de qualité. J'espère qu'il sera le grand bonhomme autour duquel cette équipe galloise va renaître de ses cendres. Voilà ce qu'on peut dire. Ouais, je pense aussi c'est apparemment des problèmes assez difficiles parce que si j'ai bien compris, ils manquent beaucoup d'argent pour être capable de payer des joueurs pour rester en Pays de Galles, pour être capable d'être nommé sur l'équipe nationale. Donc les chiffres que j'ai vus, c'est des montants qui sont capables par exemple, je pense qu'un maximum de 100 000 euros par joueur qui va jouer en club, c'est pas énorme. Oui, c'est pas énorme. On est dans un marché mondialisé. On voit aussi, hein, c'est pas complètement surprenant. Un grand pays du rugby, mais petit pays par sa surface économique, comme la Nouvelle-Zélande, a fait face, et même l'Afrique du Sud, a fait face à une certaine émigration des joueurs vers les grands championnats européens que sont le championnat français, le championnat anglais, tout simplement parce que la surface économique est plus importante. Et les Gallois font pas exception à cette règle-là. Ils sont en difficulté aussi parce qu'ils ont finalement une capacité économique à irriguer leur rugby avec des moyens susceptibles de financer tout un dispositif exigeant au niveau international qui est un peu limité. Donc, c'est pas étonnant. Heureusement, les droits télé doivent pouvoir compenser ça, en particulier parce que s'ils ont des résultats, ils sont capables de recevoir des subsides indépendamment de la taille de leur marché intérieur. Mais je pense aussi qu'une fédération comme la fédération galloise, elle doit faire sa mue. Et pour l'instant, manifestement, c'est pas complètement le cas. On en a parlé, nous.
faut pas trop fanfaronner parce que notre fédération de rugby, elle a aussi ses propres galères. On n'a pas parlé de celle de foot, ou presque pas, mais enfin, c'était quand même pas beaucoup mieux. Et je pense que, comme toutes les fédérations de sport collectif, avec un ancrage associatif et amateur très fort, mais aussi des enjeux internationaux et très professionnels, c'est une transition qui prend du temps. Les Gallois sont en plein dedans et vraiment on leur souhaite que ça bouge et que ça bouge le plus vite possible. Bah, peut-être si vous êtes français et vous appelez Jones ou Williams, hein, peut-être vous avez un ancêtre, un grand-père, quelque chose qu'un grand-mère, quelque chose comme ça, de Pays de Galles. Peut-être vous avez la chance pour jouer sur l'équipe de Pays de Galles, je ne sais pas. Tu as vu le trois quarts centre de l'équipe d'Écosse qui s'appelle Jones. Je me suis posé la question pendant le match, peut-être qu'il devrait être gallois, ce mec. Peut-être bien, mais c'est moins loin. En fait, tiens, j'ai fait un peu... On finit sur la grande époque quand même sur Pays de Galles. J'ai tombé par hasard dans un comment dire, un YouTube tunnel de vidéos de rugby avec un certain GPR, pas le nôtre, mais un GPR écossais, donc forcément c'est GPR Williams. En fait, c'était un 15 de folie dont il avait gagné 3 grands chelems dans les années 70, je pense. C'était un 15, mais connu pour ses bastons, parce que j'ai regardé, il y avait un petit bagarre général comme à l'ancien, et c'est qui était le plus féroce? Bon, c'était le 15. Et en fait, donc j'ai lu plein de choses par rapport à lui, et finalement, il a joué jusqu'à ses 50 ans, il a joué en club rugby, et il a fini pour se concentrer sur sa carrière, et il est devenu chirurgien orthopédique. Je trouvais ça quand même assez sympa comme histoire. Bah, Donc GPR Williams. JPR Williams, c'est fantastique. Moi, je me rappelle aussi de ce joueur écossais qui s'appelait Wainwright, qui jouait troisième lignel. Je vous avais raconté cette histoire avec Charlie, mais qui est une histoire qui me fait rêver. Troisième lignel de l'équipe nationale d'Écosse, qui était sorti du terrain pour aller dans la tribune soigner un spectateur qui avait eu un malaise cardiaque. Ce garçon était médecin. Il avait sauvé un spectateur pendant le match et était re-rentré finir son match. Est-ce qu'on peut rêver un plus beau destin quand on est international de rugby et médecin? Je crois pas. Ça me fait rêver. Allez, c'est beau, c'est beau. Allez, on tourne la page vers la France. Donc, on est à un stade de France où la Flower of Scotland est à la bonne vitesse et la Marseillaise est en rythme pour notre cher Charlie. Dès le premier plaquage reçu par Gelance et fait par Gelance, on sait que ça va être un match assez costaud. On commence très bien ce match à la maison avec un essai où tout le monde a touché le ballon. C'est Ntamak qui marque. C'est agréable à dire ça, 7-0. L'arbitre part de façon très claire, il a vu les mêmes images que nous, carton rouge contre le deuxième ligne écossais pour un plaquage haut contre Gelance qu'il a sonné. Un peu dommage pour ce match. Pas dommage pour Dumortier quand même, qui va marquer 1 minute plus tard. Ramos rate le coup de pied, mais on est à 12-0. Temps fort pour les Chardons et Houas fait un bêtise qui va coûter un carton rouge. 14-14, ce n'est pas le score, mais c'est le nombre de mecs sur le terrain. Ça nous coûte Aldrit et Watson côté écossais. À 15 minutes, Finn Russell fait un 50-22 sympa. On continue de faire des pénalités bêtes. Un des Ferguson manque de justesse son essai. Le match est plat en ce moment et c'est Ramos qui remet le match sur les bonnes rails avec un joli compte de 70 mètres. Les Écossais testent notre défense avec des coups de pied et c'est Finn Russell qui perce et sauf qu'il peut, il y a un Van der Mel sur le côté. Boum, Gelance donne tout ce qu'il peut pour l'arrêter, mais on n'arrête pas Hugh Jones, 19-7. 26 minutes, on avance tranquillement dans le camp écossais. Tout le monde gagne leur duel, mais on redonne le ballon et après, on rate le drop. Hugh Jones encore lui, Russell avec ses coups de pied. Les Écossais sont plus dangereux que nous, je trouve. On n'est pas en confiance, mais notre défense est plutôt bien, nos coups de pied un peu moins. On a presque marqué un essai sur un coup de génie grâce aux jambes de feu de Penaud, mais non, le temps est écoulé pour ce premier mi-temps. Deuxième mi-temps, le pilier Schumann nous dit bonjour avec son coude. Encore Hugh Jones qui fait mal, doublé pour lui, 22-14. On n'est pas à l'abri. Russell fait du beau et du moins beau. C'est méga brouillon les deux côtés. Et jolie chance pour notre attaque, mais Dumortier n'arrive pas face à 4 Écossais. On déroule notre savoir-faire en attaque. Ramos nous ajoute 3 points de plus. C'est bien, 25-14. Écosse a un mêlée à 5 que j'ai pas compris. La défense est là et surtout Dupont qui arrache un ballon. Encore mêlée à 5 où on est dominé sans notre gros, beau et barbu uni Antonio. Russell marque son essai 25-21. 69 minutes, arrivée de Jalibert et de Blair Kinghorn.
On est chez eux pour la première fois depuis longtemps. Ça ne marche pas au début. Les dernières minutes, notre mêlée fonctionne. On gratte un ballon, on cherche l'essai de bonus. Et c'est Ficou à qui on va donner les bisous. On gagne 32-21. Bravo les Bleus et bravo aux supporters pour cette victoire de rebond. Oui, tu sais Thierry, toi qui es l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby, que les matchs confrontations franco-écossaises sont toujours empreintes d'une amitié particulière, puisque The Old Alliance, c'est la plus vieille alliance de l'histoire. Elle date de 1296. Ça fait depuis le XIIIe siècle qu'on est amis avec les Écossais. Donc qu'on gagne ou qu'on perde, c'est toujours une espèce de rencontre un petit peu familiale. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, puisque, comme tu le sais, j'ai eu la chance d'être au stade dimanche. Il y avait une atmosphère de presque printemps, avec le soleil qui rayonnait dans le stade. Je pense que vous l'avez vu à la télévision, et que c'était quelque chose de tout à fait extra. Je ressentais pas de pression. On était juste heureux d'être là, avec ce stade plein comme un œuf. Ces deux équipes qui envoient du jeu, qui ont eu toutes les deux énormément de panache, beaucoup de pénalités jouées à la main, très peu d'intérêt finalement pour le score final, et effectivement un déroulé conforme à ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire dès le début une pression très forte de Jelonge, malheureusement sortie d'abord sur commotion puis sur blessure, mais Van der Merwe, qu'on avait vu si brillant contre les Anglais, a été complètement muselé par la défense française. Je pense qu'il avait été quand même fléché, comme on dit. Jelonge l'a pris sur les premiers plaquages, assez vite il perd un ballon, même sur l'essai d'après, et puis le maître à jouer de cette équipe, Finn Russell, qui a un tel talent qu'on en est complètement admiratif. C'est un artiste, mais en même temps, je l'ai souvent dit à ce micro, il a un jeu dangereux qui se traduit notamment par l'essai en contre de Thomas Ramos, puisqu'il a ses attaques très à plat, qui dénotent un petit peu avec le rugby moderne, où on le voit souvent, le premier attaquant a tendance à prendre du recul et à faire jouer un joueur qui est derrière lui dans l'axe pour avoir justement une profondeur assumée, faire reculer le ballon pour réattaquer après. Finn Russell s'en fout de ça. Il aime jouer à plat, que ses attaquants viennent au ras des lignes d'avantage, prennent le ballon. Mais qu'est-ce qui se passe de temps en temps? C'est qu'il y a interception. C'est ce qui s'est passé. Au moment où les Écossais ont eu ce carton rouge, très honnêtement, ils étaient déjà à 14-0 plus carton rouge. J'ai regardé mon voisin au stade, je me suis dit, ils vont en prendre 50. Heureusement pour eux, les Français ne laissent jamais leurs adversaires à 0 points, comme tu le sais. Et Momo Hawass, qui a malheureusement peut-être dit adieu au mondial avec cette faute, même si on verra, il sera peut-être rattrapé par le gong. Mais le carton rouge me paraissait malheureusement légitime dans les deux cas. Si on parlait rapidement de ça, parce qu'il y a pas grand-chose à dire. Moi, j'étais content de le revoir sur l'équipe, mais après, tu fais deux bêtises comme ça, bah, c'est un peu désolé, quoi. Est-ce qu'il va revenir? J'ai quand même des doutes. C'est le seul, si j'ai bien compris, c'est le seul Français avec 2 cartons rouges depuis le début de toute l'histoire de l'équipe de France. C'est une stat qui est malheureuse. La dernière était beaucoup plus bête parce que c'était un coup de poing. Oui. Là, on voit bien que c'est un trop plein d'envie. Il est allé sur un déblayage, il est tombé, il a mis en même temps un coup de tronche. Bon, on peut essayer de lui trouver des excuses. Je crains que plus que sa faute à lui, c'est l'entrée de Falatea qui sonne probablement le glas de sa carrière, parce que Falatea fait une super rentrée. Il fait un super match. Je pense qu'il est parti pour être titulaire contre les Anglais. Il suffit qu'il fasse un gros match contre les Anglais et il va devenir le taulier à droite derrière Antonio. Antonio Falatea, ça fait quand même 2 très très gros clients à droite pour l'équipe de France. Bon, ça n'a pas complètement suffi pour assurer une grande sérénité en deuxième mi-temps, notamment contre la conquête écossaise. Moi, c'est ce qui m'a inquiété sur ce match. J'ai trouvé que notre conquête en touche était performante en attaque, très quelconque en défense. On a eu peu de jump pour aller gêner les Écossais, et on a eu une première demi-heure de deuxième mi-temps tout à fait inquiétante sur les mêlées fermées, avec une domination écossaise très nette.
Ouais, parce qu'on sentait l'absence de Antonio, mais en plus, on n'avait pas le temps d'en parler. Je trouvais ça, qu'est-ce qu'il a fait? 3 jours, il me semble. Ça me paraît beaucoup, quoi, par rapport le faute qu'il a fait, qui était pour moi pas énorme. Je me disais, est-ce que c'est vraiment un carton rouge? Par rapport aux deux cartons rouges qu'on a vus aujourd'hui, on a vu ça, c'était vraiment des vrais cartons rouges par rapport aux siens, pour moi, qui étaient. Ouais, je crois que quand tu prends un carton rouge direct, de toute façon, t'as quasiment systématiquement au moins 3 matchs. Ouais, Mais cette équipe de France doit pouvoir se débrouiller sans Winnie Antonio. On est obligé. Il suffit qu'il se blesse au début du mondial. On peut aujourd'hui, à très haut niveau, on ne peut pas compter sur un seul joueur par poste clé. C'est impossible. Ouais, malheureusement, j'espère que ce n'est pas le cas, mais apparemment, Jelonch est blessé après son match. Mais en fait, c'était tellement dommage. Et avec la force qu'il a plaqué, je pense qu'il était KO sur Van der Merwe. Là, en fait, on devrait faire carton rouge contre Van der Merwe quand même, qui a touché avec son épaule directement dans la tête de Jelonch. Mais il a frappé avec une telle force. Je disais, waouh, ce mec-là, il était KO debout, quoi. Je partage ton désarroi. Je pense qu'on ne mesure pas l'importance d'Anthony Jelonch dans ce 15 de France, qui est un joueur qui représente à la fois tout le terroir du rugby français avec son côté... finalement, quand on le voit même torse nu et tout ça, c'est un mec pas si athlétique que ça. On a l'impression qu'il raconte une histoire de quelqu'un de normal, mais qui donne tout. Qui a un bon bruit, qui va là, avec le sourire et tout. On a l'impression que c'est les mecs qui jouent au rugby de village et aussi en équipe de France. Ouais. Et il est tellement performant en défense sur l'homme. C'est exceptionnel. Donc, je souhaite vraiment beaucoup que cette blessure arrive à se soigner. Alors, on dit, il sera peut-être forfait pour le mondial. Ça, en général, les croisés, si c'est confirmé, effectivement, c'est 6 ou 7 mois, ça paraît très court. En même temps, le mondial, il commence fin septembre. On se dit que s'il se prépare bien, il peut peut-être revenir avec une grande fraîcheur physique. C'est ce qu'on lui souhaite. Et c'est ce que je souhaite à son équipe parce que je pense qu'aujourd'hui, il fait partie des cadres et qui fait partie de ces joueurs qui comptent pour les autres. Au-delà de la performance, il compte dans tout ce que représente pour une équipe de rugby et pour des joueurs de rugby, ce que c'est que d'avoir des joueurs qui sont des figures de proue et qui rassurent tous les autres rien que par leur présence ou par quelques gestes et quelques plaquages pendant un match, il est déterminant. Ouais, c'est intéressant que tu parles de ça parce que j'avais noté aussi que dans ce match-là, il y avait beaucoup plus de monde qui avait ce regard de tueur qu'il a, Dupont. Il avait dans la dernière match contre Irlande, mais j'ai trouvé c'était un des seuls en fait. Mais là, dans ce match-là, on voyait ce regard de tueur qui est revenu un peu, ce regard qui dit on va pas perdre. Je voyais surtout sur Jelonch ce début, ça se voyait sur Penaud, ça se voyait à Olivon, Marchand. Ce regard, il était là, il était présent. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors moi étant en tribune, je voyais moins les regards que toi à la télé, mais j'ai adoré, plein d'attitudes. J'aime ce dégagement de Dupont avec une montée défensive de folie qui se termine par une cuillère sur la petite remontée. C'est des gestes rares qu'on voit plus beaucoup, mais qui montrent aussi à quel point il a toute la panoplie. Il a toujours le geste juste. Il est un peu pris. Hop, la petite cuillère qui fait rêver, puis c'est des gestes des années 80, donc on adore aussi ce retour vers le futur avec ce genre de gestes-là. J'ai beaucoup apprécié la performance d'Olivon, que j'ai trouvé remarquable. En deuxième mi-temps, il a mis plusieurs percus très solides, quasiment à la Martin Johnson, où on arrive, on se pose pas de questions, on prend le ballon, on fonce dans l'intervalle, il y a 4 mecs qui culbutent, et on fait avancer son équipe. Je pense qu'il a besoin de ces gestes-là pour redevenir le boss qu'il a été pendant un moment, et on aura besoin de lui à la Coupe du Monde, en partie si Jelonch n'est pas là. Donc moi j'ai été satisfait du comportement de cette équipe, même si la conquête pendant une demi-heure en deuxième mi-temps m'a un peu préoccupé. Je pense que c'est un axe de travail. Maintenant, l'important c'était de gagner ce match, de renouer avec la victoire, et là on a dans 2 semaines un rendez-vous à Twickenham. Ça fait un petit moment qu'on n'y a pas gagné. Quelle belle occasion de montrer quelle équipe les Français sont. Là, on va parler de l'Angleterre après, mais là, je voulais parler de Danty qui n'était pas de retour, mais j'ai trouvé qu'on était un peu mieux au centre, non? Oui, en tout cas, Moefana fait un bon match, contrairement à sa sortie précédente contre l'Irlande où je l'avais trouvé emprunté. Là, je l'ai trouvé bon. Il a raté 1 ou 2 surnombres, mais globalement, il était beaucoup plus dans le match qu'à la sortie précédente. Quant à Ficou, qui parfois devrait donner un peu son ballon et parfois il nous énerve un peu, mais quelle capacité quand même à mobiliser les défenses en face. Et puis il a la force et
le talent de venir marquer cet essai dans les arrêts de jeu, qui donne de bonus offensifs, qui peut-être nous permet de rêver au titre dans le tournoi, même si, comme je l'ai dit la semaine dernière, comme on fait pas le grand chelem, peut-être qu'on s'en fout un peu, mais peut-être qu'on s'en fout pas complètement. Peut-être gagner, c'est une bonne chose. L'autre chose aussi, comme tu avais déjà dit, les ailiers écossais qui étaient déchaînés contre l'Angleterre, là, on a vraiment réussi à les contenir quand même. Stein, on n'a pas vu. Stein, on n'a pas vu. Ouais, et Van der Merwe a été muselé. Ouais, et donc bravo de la défense à ce niveau-là. Moi, je voulais juste dire, tiens, j'ai voulu te poser la question parce que t'es resté combien de temps? J'avais l'impression que tout le monde est resté après, qu'il y avait une ambiance de fou au stade. Ça avait l'air super sympa. Oui, il y avait une très belle ambiance. Le stade était plein comme un œuf, 80 000 personnes. C'est très très beau de voir ce stade absolument rempli, et ça fait plaisir de voir que cette équipe de France a maintenant regagné complètement le cœur de son public, et qu'il n'y a pas photo aux vacances scolaires de Paris ou pas, au milieu des vacances et tout. Le stade est plein parce que les gens aiment venir voir gagner ces Bleus chez eux, avec une ambiance formidable, des habitudes qui commencent à se prendre sur Freed from Desire à la fin du match, et qui fait sauter tout le stade comme dans les grandes ambiances, ce qui n'était pas le propre de ce Stade de France. Donc on est heureux de ça, c'est une grande réussite, je trouve, de cette équipe et de la Fédé là-dessus. Il y a une ambiance de feu dans ce Stade de France, et honnêtement, pendant 20 ans, ça n'a pas été sa culture, donc c'est top. Ouais, c'est top. Pour finir un peu sur cette équipe de France et ce match, moi je pense que Antoine Dupont devrait s'appeler Antoine Zoupon parce qu'il connaît le rugby de A à Z. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Cette petite cuillère, on en a parlé. À la 62e, il sort un grattage où il sauve la patrie à un moment où il y a que 4 points d'avance pour nous, et honnêtement, on est un peu en danger du point de vue mathématique contre ces Écossais. Il fait partie de ces joueurs Monsieur Plus qui sortent le geste juste au moment juste, et lui aussi, comme un Anthony Gelonche à sa manière, c'est un joueur vers lequel les autres se tournent en disant « Antoine, si tu y vas, on y va avec toi ». C'est ça qu'on aime dans ce sport, et il est tellement fort là-dedans. Il a pas marqué, mais il marque les autres, il marque ses adversaires, il mobilise les défenses. Quel joueur exceptionnel, quel joueur exceptionnel. Est-ce que tu as d'autres petites choses pour finir sur ce match? Alors, je voudrais, si tu me permets, faire une petite digression sur d'autres sports. D'abord, quelque chose qui est à mi-chemin entre le sport et le terroir. Cette année, tu sais qu'en ce moment, c'est le salon de l'agriculture à Paris. Et figure-toi que la vache star de ce salon s'appelle Ovalie. Alors, si avec ça, on n'arrive pas à gagner le tournoi et à renouer encore une fois, s'il fallait, le lien incroyable entre le rugby des villages, des champs, des bocages, des forêts, que ce soit dans les Landes, en Savoie ou dans le Jura, ou même en banlieue de Lille, ou encore à Plouzané, au fin fond du Finistère. Je crois que on peut pas faire mieux que ça entre l'agriculture et le rugby français. Ensuite, excellent. J'ai un petit coup de cœur fantastique. Tu te souviens de ce Armand Duplantis? On peut pas faire plus français comme nom. C'est un garçon suédois qui a un nom français, qui vient de Louisiane. On aime ces histoires qui parcourent le monde et qui nous racontent les exploits du sport. Et ben, ce garçon a battu ce week-end son propre record du monde de saut à la perche. Il a passé 6 mètres 22 pendant plus de 2 décennies et demie. Le record, c'était 6 mètres 15. Il avait été battu par Renaud Lavillenie à 6 mètres 16, et depuis, c'est Armand Duplantis qui a pris le pouvoir, et il a eu l'élégance de venir battre son propre record au meeting de saut à la perche qui s'appelle le All-Star Perche de Renaud Lavillenie à Clermont-Ferrand. Et il faut revoir cette image, cherchez-la sur les réseaux ou sur Twitter. Il bat le record du monde, et Renaud Lavillenie, qui est maintenant mis à 7 cm, c'est-à-dire à grande distance de son propre record, lui saute dans les bras comme si c'était son fils ou son frère. C'est magnifique, c'est vraiment la fraternité du sport et des grands exploits qu'on aime. Et puis, j'ai un tout dernier qui n'est pas un coup de cœur, qui est un coup de gueule, parce que on s'apprête, nous, les Français, à avoir le taulier du basket, Victor Wembanyama, qui va être sans doute le numéro 1 à la draft américaine, comme tu le sais, qui fait 2,21 m, qui est annoncé comme peut-être le plus grand joueur de basket de tous les temps, sait-on jamais. Et j'apprends que pendant ce temps-là, les Espagnols qui nous ont gonflés sur la scène européenne avec les frères Gasol, qui étaient extraordinaires aussi, et qui nous ont privés d'un certain nombre de titres,
sortent un joueur qui s'appelle Mahamadou Landouré, qui mesure 2,11 m à 13 ans et qui a marqué 40 points dans son équipe B junior du Real Madrid. Et là, je dis, merde, laissez-nous tranquilles avec notre future star du basket. Ne venez pas tout de suite nous piquer la vedette, mais je vous embrasse. Nos amis espagnols. Si vous suivez un peu de NBA, moi je suis un peu comme ça, mais quand même il y a la moitié des équipes de NBA qui commencent à perdre en fait. Ils commencent à perdre pour on va dire augmenter leurs chances d'avoir victoire, parce qu'en fait il y a une espèce de draft qui se met. Donc les plus mauvaises équipes, ils ont plus d'opportunités de gagner le number one choice, et c'est évident. C'est depuis, on va dire, LeBron James, c'est le choix le plus facile. Alors quel est ton pronostic sur sa destination dans la Ligue américaine? Oh gosh, I don't know. It's gonna be what, Detroit or peut-être Charlotte, parce qu'ils sont assez mauvais en ce moment. Charlotte. Maybe les Pistons. Alors ce serait bien parce que ça serait bien. Il y a déjà des Français là-bas. Hein. Il y en a au moins 2 ou 3, il me semble. Absolument. Et c'est vrai que nous qui avons toujours une sorte d'incompréhension pour ces ligues fermées, on sait que ça a fait des histoires. La Ligue des champions de foot qui voulait devenir une ligue fermée, tout le monde disait c'est pas possible, c'est dégueulasse, c'est un truc à l'américaine. Mais pour pas toujours trop critiquer les Américains, le bon côté de ces ligues fermées, c'est qu'effectivement, les plus mauvais sont les premiers au choix des futurs grands joueurs. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui équilibre un peu la ligue fermée, le système de la draft et tout ça. Peut-être qu'on pourrait faire une émission rien qu'est là-dessus, mais c'est quand même vachement intéressant. Ouais, t'as raison, parce que des Warriors qui sont bons aujourd'hui, à l'époque, c'était pas tout ça. Allez, si on continue notre petite discussion sur le rugby, on a quand même du rugby d'ici quelques semaines, dans 2 semaines. On va revenir avec un certain Italy-Wales, mais il faut dire que Italy, ils vont être sans le Capozzo. Donc, c'est un match qui quand même reste intéressant, même si c'est un peu pour le cueilleur de bois. C'est un match qui reste intéressant. J'ai envie de le voir, et j'ai aussi, désolé pour Pays de Galles, mais j'ai envie que l'Italie gagne. Ouais, en même temps, là, les Gallois, s'ils perdent, c'est la crise atomique. Il faut absolument battre les Italiens. Ils ont été battus à domicile l'année dernière par les Italiens. S'ils sont pas capables de prendre leur revanche et de marquer un minimum leur territoire, et qu'ils finissent avec une nouvelle défaite cette fois contre les Italiens à Rome, etc., là, ça va commencer à être compliqué de les défendre, même si on les aime beaucoup. Après, ça va être le crunch. Même, je suis pas encore prêt pour le crunch, parce qu'on était bien stressé par Irlande. Et après, on était pas mal stressé contre l'Écosse. Donc, d'un coup, le crunch qui arrive, et je suis pas très prêt. En fait, peut-être la grande question, c'est est-ce qu'on va être contre Owen Farrell, ou est-ce qu'on va être contre le jeune Marcus Smith, ou est-ce que ça va être les deux? Et est-ce qu'on va faire un bon match contre eux? C'est quand même chez eux en Angleterre. Mais c'est tellement génial, Thierry, d'aller jouer à Twickenham, de voir les Français défier les Anglais dans le temple du rugby. N'oublions pas que ce sport a quand même été inventé par les Anglais, comme ils ont inventé la plupart des sports collectifs. Ça dit quelque chose de leur mentalité. Et aller voir les Français jouer à Twickenham, c'est toujours, malgré tout, défier les inventeurs de ce sport. Donc, quelle que soit leur position au classement de ce tournoi, c'est un match qui raconte tellement d'histoires du sport et de la rivalité franco-anglaise, qui est devenue, bien entendu, une amitié au travers de tant d'événements sportifs. Tout ça dans un temple, le temple du rugby. Arrêtez tout dans 15 jours, regardez ce match et régalez-vous. C'est très bien dit, c'est très bien dit. Je dirais juste, les Français, vous inventez pas mal de sports aussi, notamment le truc où il y a un mec qui saute d'un avion avec un parachute et un snowboard. Je pense que c'est un Français qui a inventé ça. Oui. Et il est sans doute champion du monde de sa propre discipline. Allez, dernier match. On va voir si The Old Alliance, ça marche vraiment. On aimerait bien quand même que l'Écosse batte Irlande, parce que ça va nous aider si on souhaite être champion de cette 6 nations. C'est toujours des superbes matchs entre les équipes celtes. Donc, Écosse-Irlande, c'est un match à pas rater aussi, parce que c'est la route du Grand Chelem pour les Irlandais, c'est confirmer ce renouveau malgré la défaite en France pour cette équipe écossaise qui doit pouvoir rivaliser avec n'importe quelle équipe. Et à défaut d'être une équipe qui, on va dire, rivalise pour le titre de numéro 1 mondial ou de champion du monde, je pense que cette équipe d'Écosse peut vraiment, avec son talent actuel et sa génération, aller chercher cette réputation d'équipe qui peut battre n'importe qui. Donc battre n'importe qui, c'est potentiellement battre le numéro 1 mondial que sont les Irlandais en ce moment, surtout sur une route du Grand Chelem. Donc je pense que les Écossais auront toute motivation pour les battre,
et bien sûr, on décrira pas la motivation naturelle des Irlandais. Donc là aussi, un match électrique avec deux équipes en grande forme qui ont beaucoup de choses à dire. Bon, écoute, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette semaine. On souhaite un très bon 2 semaines pendant cette période. C'est dur, c'est difficile d'attendre 2 semaines maintenant. J'étais habitué tout de suite à 2 matchs. Tu vois, les 3 matchs d'un week-end, c'était génial. Et après, il y a une semaine de manque. C'est pas agréable, ça, finalement. Ouais, écoute, 2 semaines, moi je trouve que ça va passer vite quand même, puis ça va nous permettre de faire monter un petit peu la pression, non qu'on aime bien. Moi j'ai aussi un petit clin d'œil à faire avec cette équipe et tu sais les réalisations télévisuelles qui montrent les coachs. Alors il y avait du soleil dans le Stade de France samedi, et j'ai vu au début Fabien Galtier avec des énormes lunettes de soleil en plus de ses lunettes de vue. Ça devient un peu ridicule, on dirait Daft Punk là, il est caché derrière un truc. C'est bon Fabien, on t'a vu, on t'a reconnu, détends-toi. Oui, on va essayer d'être champion du monde, mais c'est pas une raison pour se cacher comme ça. Allez, excellent. Bon, une chose c'est sûre, c'est moi. Je pense qu'ils vont gagner ce match, la France, contre l'Angleterre. Donc, bon crunch à toi en 2 semaines, et bon crunch à tous nos chers écouteurs en Thaïlande, au Portugal, au Canada, les États-Unis et surtout en France aussi. Et n'hésitez pas à partager notre petite... C'est 94e épisode aujourd'hui. 94e épisode. C'est bien beau, ça. Est-ce que si on se débrouille bien, Thierry, la 100e, ce serait pas pour le premier match de la Coupe du Monde 2023 ? Il faut que je fasse mes calculs. Je pense que ça va être un petit peu avant, en fait, un peu avant. Il faut qu'on trouve un bon interview. Hein, on va regarder ça. Allez, tout le monde, on vous souhaite un super week-end et beaucoup de super rugby. Allez, à bientôt. Salut, bye bye, et on embrasse bien sûr notre Charlie préféré, et on vous dit à très vite après le crunch.